Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler rapidement de l'algorithme Naive Bayes. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un algorithme de classification qui est basé sur un théorème qui est le théorème de Bayes, parce que c'est le gars qui l'a inventé, et qui permet, enfin, déjà, on va regarder la formule. La formule ressemble à ça. Et là, vous me dites, oulala. Bah, en fait, tout simplement, ça permet de déterminer la probabilité de A, ici, si B a déjà eu lieu. Donc, je cherche à connaître la probabilité de A si B a déjà eu lieu. Si on applique ça à un exemple de la vie réelle, imaginons, je suis sur le Titanic, je suis une femme, quelle est ma probabilité de survivre? Donc l'événement qui a déjà eu lieu, c'est B, enfin c'est que je suis une femme, et je vais déterminer ma probabilité de survie en fonction de ça. D'accord? Maintenant on va prendre un autre exemple pour bien comprendre la formule, pour avoir une bonne intuition de cette formule. C'est parti. On a 100 élèves, 30 qui font de l'allemand, 60 qui sont des filles, 40 qui sont des garçons, 20 filles font de l'allemand et 10 garçons font de l'allemand. Ce qui va m'intéresser, c'est de connaître la probabilité de tomber sur une fille si j'ai déjà sélectionné le groupe des personnes qui font de l'allemand. Alors, on pourrait très facilement le faire de tête, parce que les chiffres sont simples, mais on va se servir justement de ces chiffres simples pour bien comprendre comment fonctionne cette formule. Allons-y. Alors, ce qui va m'intéresser, prenons la première partie ici, on va essayer de déterminer donc P de B sur A. Globalement, ça veut dire quoi? Le A, on est d'accord, c'est les filles. Donc, si je prends les filles, quelle est la probabilité de tomber sur une personne qui fait de l'allemand? J'ai 60 filles, 20 filles qui font de l'allemand, bah, ça fait un tiers, tout simplement. Ok. Maintenant, P de A, la probabilité de A, donc A, je vous rappelle, c'est les filles dans leur globalité. Donc je vais regarder combien j'ai de personnes en tout, 100, combien sont des filles, 60. Donc la probabilité de tomber sur une fille, c'est 3 cinquièmes, 60%, donc 3 cinquièmes. Et ça, je vais le diviser par le nombre de personnes qui font la probabilité pardon, de tomber sur quelqu'un qui fait de l'allemand dans le groupe global. J'ai 100 élèves, 30 personnes qui font de l'allemand, ça fait donc 3 dixièmes. Et ensuite, je fais les calculs. Donc 1 tiers fois 3 cinquièmes, ça fait 3 quinzièmes, que je divise par 3 dixièmes, donc je multiplie par l'inverse. Donc 1 cinquième fois 3 dixièmes, ça me fait 10 quinzièmes. 10 quinzièmes, c'est égal à 2 tiers. Donc si je prends les gens qui font l'allemand, j'ai deux tiers de filles, logiquement. Et si je regarde bien mes chiffres, c'est exactement ça. Bon voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris des chiffres assez simples pour vraiment qu'on puisse comprendre et vérifier facilement. Mais voilà ce que fait cette formule. Et on se rend compte que ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir vraiment sur l'algorithme Naive Bayes, c'est que il est facile à comprendre et à mettre en œuvre. Alors j'espère que c'est une formule qui est très simple, parce que la formule mathématique qui est derrière est très simple. Donc c'est un algorithme qui est peu gourmand. Et s'il est peu gourmand, ça veut dire aussi qu'il est rapide. Ça, ça peut être intéressant. Autre avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'un gros dataset. On n'a pas besoin de beaucoup de données pour appliquer cette formule. Ça marche même avec les petits datasets. Là où d'autres algorithmes ont besoin de beaucoup de données pour fonctionner et sortir des résultats cohérents, le Naive Bayes, pas forcément. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que logiquement, il suppose qu'il n'y a aucune corrélation entre les variables. C'est-à-dire que vos variables ne sont pas censées être liées. Si je reprends l'exemple du Titanic, le fait que j'ai tel numéro de cabine et le fait que je sois en première classe, c'est pas censé être lié. Alors qu'en fait, ça l'est. Donc, on l'appelle d'ailleurs Naive Bayes, parce qu'il part justement de cette supposition que les variables ne sont pas liées. Ce qui est naïf comme raisonnement, parce qu'il y a toujours des corrélations entre les variables. On trouve plus ou moins facilement, mais il y en a toujours. Ok. Mais ce qui est assez amusant, c'est que même en partant de ce postulat, en fait, ça fonctionne quand même. Même avec des cas concrets, ça fonctionne quand même. Ça ne fonctionne pas toujours de manière optimale, c'est pour ça qu'il est utilisé de temps en temps sur des petits datasets ou sur des choses sur lesquelles on ne peut pas investir trop de ressources, mais globalement il fonctionne. Voilà, là on vient de voir la théorie dans son ensemble, on va essayer de passer maintenant à la pratique. Allez, c'est parti pour l'implémentation de Naive Bayes. On va le voir avec deux exemples. Le premier, le dataset du Titanic, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà utilisé.
Et le deuxième, c'est plutôt un dataset d'analyse de texte, donc sur du spam et non spam. Ok. Les deux datasets proviennent de Kaggle, d'accord. On va faire ça tout de suite. C'est parti. Donc on va importer tout d'abord nos librairies comme d'habitude. Donc Panda, Scikit-learn Model Selection, donc c'est pour créer, on va prendre le train test split, donc c'est pour créer nos jeux d'entraînement et nos jeux de validation. Et ensuite on va importer tout ce qui concerne justement l'algorithme Naive Ok. Une fois qu'on a fait ça, on importe notre dataset, on regarde un peu à quoi il ressemble, et donc je vais réexpliquer rapidement comment on traite ces données-là, parce qu'il y a plein de données en fait qui servent à rien ou qui sont mal formatées, qui ne sont pas utilisables telles quelles en tout cas. Donc on va faire une espèce de petite phase de pré-processing, mais je vais aller assez rapidement parce que j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Ok. Alors, déjà, si on regarde notre dataset, on a des données qui servent à rien, notamment le nom, le passager ID et d'autres encore, le numéro de ticket, le numéro de la cabine aussi sûrement. Enfin voilà. Donc dans un premier temps, ces données-là, il va falloir les virer. Parce qu'elles ne servent strictement à rien. Le fait que vous surviviez n'a aucun rapport avec votre nom ou avec votre numéro de passager. Voilà. C'est comme si je vous disais que vous avez un cancer, c'est dû à votre numéro de sécurité sociale. C'est complètement idiot. Donc on vire les données qui servent à rien, qui sont ici. Ok, donc avec un drop, on va juste virer les colonnes. Et ce qui fait qu'ensuite notre dataset ressemble à ça. Autre problème, on a des données qui sont catégoriques. Ici, male, female. Et pour un algo, des données catégoriques, c'est pas bien du tout. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est on va, on va transformer cette colonne après. Donc, pour l'instant, on va déjà séparer notre jeu de données en X et Y. Donc X c'est les données, Y c'est la target, c'est ce qu'on veut obtenir comme réponse. Donc nos données, ça va de ici à là, et notre Y c'est le survive. Est-ce qu'ils ont survécu ou pas? Donc je définis X comme étant l'ensemble de mon dataset auquel j'enlève la colonne survive, ce qui est logique, et je définis mon Y comme étant la colonne survive de mon dataset. Voilà. Maintenant, je transforme ma colonne sexe pour, pour que ce soit plus une variable catégorique, mais vraiment une variable numérique. Donc ce que je fais, c'est que si c'est égal à female, je dis que c'est 1, et pour le reste c'est 0. Et maintenant, je me retrouve avec un dataset qui ressemble à ça. Donc qui est un peu plus sympa. Pour info, ici on peut le faire de plein d'autres manières. On peut utiliser map, on peut créer une demi-variable, voilà. Il y a plein de façons de le faire. L'objectif c'est qu'on obtienne 0 et 1 dans cette colonne. Autre chose qui est très importante, c'est les données manquantes. Parce que parfois on a des colonnes où il manque des données. Et par définition, un algorithme les données manquantes, il n'aime pas ça, il n'en veut pas. Et il va planter si on lui passe des données manquantes. Donc on va essayer d'identifier s'il y a des colonnes dans lesquelles il manque des données. Alors il y a plusieurs façons de le faire. On peut déjà utiliser cette fonction, donc isAnA, qui va nous... donc on regarde dans X s'il y a des données manquantes et on renvoie en fait la colonne. Donc là je me rends compte qu'effectivement dans Edge, j'ai apparemment des lignes qui ne sont pas remplies. Ça c'est une première façon de le faire. L'avantage c'est que ça nous renvoie directement le nom de la colonne. Et ensuite, juste en faisant un describe, donc un x.describe, on se rend compte ici, donc dans le nombre de lignes remplies, que j'en ai 891 partout, sauf justement sur la colonne âge. Ou age, je sais pas, on va dire âge, on va être français. Donc là j'en ai 714, donc il me manque grosso merdo 170. Sur un dataset de 900 entrées, c'est beaucoup. Sur les données manquantes, soit on les remplace, soit on les supprime. Ici, on ne va pas les supprimer parce qu'on perdrait quand même 170 lignes, ce qui pourrait être problématique vu le peu de données qu'on a déjà à notre disposition. Donc, plutôt que de faire ça, on va les remplacer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'une ou l'autre solution va fausser un peu les données et va par définition fausser un peu le modèle. Ce qu'il faut, c'est choisir le moindre mal pour ce coup-là. Et comme je l'ai dit, là on a 170 lignes, c'est beaucoup, donc on ne va pas les supprimer, on va les remplacer.
Il y a plusieurs méthodes de remplacement. Ici, on va prendre la plus simple, c'est-à-dire qu'on va remplacer les valeurs manquantes par la moyenne de la colonne. Voilà, tout simplement. Donc pour ça, on va utiliser la fonction .min. Donc je lui dis que donc je vais remplacer je vais remplacer fill par la moyenne des colonnes dans lesquelles il n'y a pas de données. Donc je me retrouve maintenant avec un dataset qui a toutes ces lignes. Je me rends compte bien que j'ai 891 lignes. Je passe à la séparation entre mon jeu d'entraînement et mon jeu de validation. Je définis mon modèle comme étant un categorical NB, donc un naive Bayes catégorique, parce qu'il y en a plusieurs, hein, comme vous pouvez voir ici, j'en apporte plusieurs. On ne va pas tous les utiliser ici, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Je vous invite à lire la doc sur scikit-learn pour bien vous familiariser. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on peut revenir, on peut entraîner notre modèle. Donc on lui passe notre jeu d'entraînement, on lui passe notre jeu d'entraînement. On va le regarder son score maintenant sur le jeu de test une fois qu'il est entraîné. Donc on est aux alentours de 76%, ce qui n'est pas exceptionnel mais qui n'est pas non plus complètement dégueu. Et d'ailleurs sur ce genre de dataset, c'est très très compliqué d'obtenir des scores un peu faux. Mais voilà, très simplement, l'implémentation, elle se fait comme ça. C'est pas très compliqué, on a un résultat qui est pas trop mauvais, et surtout ça va vite, c'est très peu gourmand. Ce que je vous disais, c'est que l'avantage de Naive Bayes, c'est que c'est une formule mathématique très simple, donc qui est très rapide et très peu gourmand en ressources. Voilà. Alors, je passe les détails sur l'optimisation, machin, je vous laisserai faire des tests, parce que c'est hyper important de faire des tests. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on crée un modèle de machine learning, on n'obtient pas le meilleur modèle du premier coup. On fait d'abord des essais, on regarde, ensuite on prend des décisions. C'est un peu comme dans la phase de préparation des données, c'est-à-dire qu'en général on fait des tests. Ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des données, on entraîne un modèle avec, on regarde ce que ça donne, on essaie d'optimiser ça. Ensuite, on regarde est-ce qu'on ne s'est pas planté dans les données qu'on a sélectionnées. Enfin voilà, il y a toute une phase de test qui est assez importante. Mais globalement, l'implémentation sur des données classiques, ça se fait comme ça. Autre avantage de Naive Bayes, c'est qu'on peut aussi utiliser pour pour faire de l'analyse de texte, donc du NLP. Pour ça, on va utiliser un autre dataset, qui est un dataset de spam, qui est aussi un dataset de Kaggle. Et voilà à quoi il ressemble. Donc, en gros, on a des messages et ils sont catégorisés, soit c'est du spam, soit c'est pas du spam. Ok. Donc, ici, on va utiliser une autre fonction de scikit-learn, qui est donc le count vectorizer, qui est en fait une fonction de traitement de texte. Je m'explique. Comme je vous l'ai déjà expliqué, un algorithme, ça n'aime pas les phrases, ça n'aime pas les mots, ça n'aime pas tout ce qui est catégorique, ça aime le numérique, ça kiffe les chiffres. Donc, par définition, je ne peux pas utiliser mes phrases. Alors que ce que je veux, c'est analyser ces phrases pour en tirer une conclusion. Et bien, on va utiliser une technique ici qui est assez simple, qui permet en fait de transformer toutes mes phrases en une espèce d'immense tableau, une espèce de dictionnaire qui va pas contenir des mots pour le coup, mais va contenir des chiffres. Que je vous explique. Ici, on a un dataset qui fait 5000 lignes, on a un peu plus, enfin 5600 messages même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer dans une espèce de tableau qui va ressembler à ça. Donc, on va prendre chaque phrase. Ce tableau va contenir tous les mots de tout notre dataset. Donc, il va contenir tous les mots des 5600 lignes qu'on a dans le dataset. Et il va créer un tableau en disant bah, ce mot est présent, ce mot n'est pas présent. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Voilà. Et il va pouvoir l'analyser comme ça. Ok. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'ici, on est sur un dataset qui n'est pas du tout équilibré. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de messages normaux que de spam. Ça arrive souvent. Si on prenait un exemple d'actualité, si on prenait par exemple le Covid et qu'on faisait des analyses par rapport à des patients, je crois que le dataset sur Kaggle, on a 5000, pareil, on doit avoir 5000 patients, dont à peu près 500 seulement sont malades, donc 10% uniquement sont malades. Ce qui est compliqué avec ce genre de dataset, c'est que c'est très facile de tenir un super score. Parce que là, je suis à peu près dans le même ordre d'idée. Hein. J'ai un peu plus.
j'ai 15% de spam, on va dire. Mais si je prends l'exemple, si je reprends l'exemple du Covid, globalement j'ai 10%. 10% des gens qui sont malades. Bah, pour créer un algorithme qui est 90% fiable, j'ai juste à créer une fonction qui raconte que personne n'est malade. Et 9 fois sur 10, elle aura raison. Mais elle sert à rien. Voilà. Donc il faut traiter ce genre de dataset un peu particulièrement. Comme tout à l'heure ici, on va remplacer les variables catégoriques par du numérique. C'est exactement la même fonction qu'on a appliquée avec le sexe tout à l'heure. Et je vous rappelle qu'il y a d'autres façons de le faire, on s'en fout un peu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre jeu d'entraînement, notre jeu de validation, comme d'habitude. Et ici, il y a une étape supplémentaire. On va devoir transformer nos données, notre X, en quelque chose que le modèle est capable de comprendre. Donc dans ces espèces de gros tableaux là dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Donc pour faire ça, on va créer notre fonction convectorizer et on va transformer nos données avec cette fonction. Voilà, on fait un v.feedTransform sur nos xtrain. Ok. Et ça va nous renvoyer un tableau qui ressemble à ça. Voilà. Bon, alors celui-là, c'est juste le tout début, hein, mais le tableau est énorme. Une fois qu'on a fait ça, on peut créer notre modèle et lui passer nos données. Et comme vous voyez, c'est bien notre données transformées qu'on lui envoie. D'accord. C'est bien notre gros tableau énorme. Et grâce à ça, il peut s'entraîner et on peut sortir un score donc, de 99% sur le jeu d'entraînement et de 98% sur le jeu de test une fois qu'on a aussi transformé nos données de test. Ok. Donc le Y-test, on n'a pas besoin. Ce qui est important de transformer, ce qu'il faut transformer, c'est des messages. Ok. Alors ça c'est chiant parce que parfois on va à chaque fois qu'on va devoir passer des données au modèle, on va devoir à chaque fois les transformer et les passer. Pour faire ça, en fait, on va juste créer une fonction, on va juste créer un pipeline. Donc c'est une espèce de, on va alimenter notre modèle d'une autre manière. Là, on est sur un truc classique. Et le pipeline, en fait, on va regrouper toutes les fonctions qu'on va utiliser pour le modèle. C'est-à-dire que plutôt que de définir un modèle, donc ici je faisais modèle égale multinomial, ici je vais définir un classeur qui contiendra donc mon pipeline qui va faire plusieurs choses, qui va d'abord faire un vectorizer, donc vectoriser mes données grâce à cette fonction-là, et ensuite utiliser le modèle multinomial NB. Donc il fait exactement la même chose que ce que j'ai fait là, mais l'avantage c'est que ensuite je lui passe des données brutes, donc les données non transformées, il va les comprendre. Donc ici, mon classeur, mon classifieur, devient l'équivalent de mon modèle tout à l'heure. Je faisais un modèle.fit, là je fais un cls.fit, je lui passe mes données brutes, et automatiquement il sait que ces données, d'abord il doit les vectoriser, et qu'ensuite il applique le modèle. Donc l'avantage de cette fonction, c'est que quel que soit, on n'a plus besoin de retransformer nos données, ça va être fait automatiquement. D'accord. On ne fait plus avant, on le fait au moment d'appeler la fonction. Et on est sur des scores qui sont identiques. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vous invite vraiment à lire la doc, à faire des tests, à expérimenter par vous-même. Ici, c'était vraiment pour vous montrer les grosses lignes. Hein. De toute façon, c'est l'objectif premier de ces vidéos, c'est de vous montrer l'implémentation, mais de façon très très rapide, très très succincte. Et après, c'est à vous d'expérimenter, c'est à vous de faire des tests. Donc, la doc de scikit-learn, ça doit devenir une espèce de bible. Je vous invite aussi à regarder un peu sur Kaggle ce qui est fait, comment les gens fonctionnent, ce qu'ils essayent de faire avec des données. Enfin, renseignez-vous un maximum, c'est énormément de travail personnel. Ben voilà, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien.